Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Connectez-vous. Salut Elodie, salut. Alia, Ayoub. Salut à toutes et à tous, chers amis. On est ensemble vite fait. On est obligé de débriefer cette allocution d'Emmanuel Macron. Repartagez ce live partout sur vos pages perso. Sur vos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Nos camarades gilets jaunes, les indépendants, les petits commerçants, les cheminots, la RATP, les profs, etc. Repartagez ce live. Il va falloir qu'on soit nombreux. Karim Dabaj, salut mon ami, salut frérot. Laetitia, salut à toi. Momo. La Belgique aussi, les Belges, ils sont toujours là, toujours présents, les Belges. On sait même pas si ça existe chez vous, le confinement, tout ça. On va essayer de faire réagir quelques personnes. Dites-nous là déjà, dès maintenant, les amis, on va essayer de discuter ensemble, essayer de dire ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron, vos avis sur la situation, sur le reconfinement, sur la gestion du gouvernement, etc. Salut Kevin, salut les gilets jaunes, un big up aux camarades de réfrigération, climatisation, frigoriste. T'aurais pu trouver un meilleur pseudo quand même. N'abuse pas. David, force et honneur à toi. Annick, Yann, salut chers camarades. On est ensemble un petit peu de temps. De toute façon, il y a nulle part où aller, hein, j'ai envie de dire. Il y a nulle part où aller ce soir. Il y a que le grand pâtissier, ou je sais plus comment elle s'appelle cette émission-là sur M6. Sinon, il y a rien ce soir. Donc repartagez ce live sur WhatsApp, etc. Je vais essayer de prendre mon camarade Léo s'il veut bien. Je vais essayer de prendre mon camarade Léo s'il est là. Salut Sabine, salut Nadia, Sandra, bonsoir. Chers amis, dites-nous, 69, les Lyonnais, Vaux-en-Velin dans la place. C'est ouf, hein, je sais pas pour vous, mais vite fait, deux, trois petites choses, les amis, avant de donner la parole, parce que c'est pas un live Zoom, on n'est pas dans une émission telle qu'on a l'habitude de le faire, c'est vraiment au pied levé. J'ai dit aux camarades, à tous les camarades de Révolution Permanente, j'ai dit on va en lancer un petit débriefing ce soir, parce que c'est pas normal en fait qu'on s'exprime pas. Il va falloir qu'on s'exprime. D'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir en ligne, et je vous invite à aller le lire. Le lundi, les camarades du Technicentre du lundi de la SNCF. Mais très rapidement, avant de donner la parole, parce que la parole ce soir, elle est à vous toutes et tous. Si vous êtes petit commerçant, si vous êtes travailleur, si vous êtes dans l'éducation nationale, si vous êtes lycéen, si vous êtes à l'université, etc. Dites ce que vous avez pensé de cette allocution de Emmanuel Macron et cette annonce du reconfinement. Salut à toi Elisabeth et les camarades de l'Oise. On pense à l'Oise, la Picardie, nos camarades également du Nord et de toute la France et de Navarre et de tous les pays partout où on est suivi. Moi, tout est faux, ce confinement Macron avec ce sourire en coin, il se moque de nous. Les cimetières restent ouverts. Perso, la morale du directeur général de la France, travail, patrie, famille, 6 personnes maximum. Tous dehors demain, marre des conneries. Est-ce que vous pensez vraiment que va y avoir un réveil? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont se bouger? Tac. Je vais essayer de prendre s'il y a un camarade. Léo, je sais pas s'il est là. Léo. Il y a la nouvelle fonction sur Facebook qui est revenue. Dans laquelle on peut vous faire intervenir en même temps. 100 000 lits fermés en 20 ans, nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Cécile? 100 000 lits fermés en 20 ans, 7 000 lits fermes avec Macron. Non seulement rien n'a été anticipé depuis mars, mais la casse des hôpitaux publics continue. Phasme blanc, retraité et fâché. La révolution, c'est pour quand, nous dit Tari. Je me sens comme un rat de laboratoire, nous dit Laurent.
Ah tiens, Karim Dabaj. Karim Dabaj. Karim Dabaj, on met les enfants à l'école pour nous obliger à aller travailler pour remplir les caisses des patrons qui seront en télétravail. Sacrée arnaque. Il y a Pam de la RATP, nos camarades de la RATP, les traminots. Hans nous dit, personnellement, je suis intermittent du spectacle et je travaille depuis plus de... Attendez, pardon, excusez-moi, je sais plus lire le français. Donc, personnellement, je suis intermittent du spectacle et je ne travaille plus depuis le 9 mars et j'en ai vraiment très gros sur la patate car j'ai l'impression de ne plus servir à rien dans ce pays. Une pensée également à tous les intermittents du spectacle, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la culture, qui sont attaquées de plein fouet, et notamment dans une période où on dit qu'il y a une montée notamment des problèmes psychologiques, notamment dû à l'isolement, dû à la situation qui est une situation angoissante et anxiogène, si je puis dire, où au final il y a énormément de gens qui ne sortent plus, qui n'ont plus aucune activité, qui ne voient plus rien, et notamment nos camarades intermittents du spectacle dans le domaine de la culture, en fait, que ça soit des chanteuses, des chanteurs, des danseurs et autres, ils sont en galère depuis plusieurs mois maintenant. Certains n'ont même pas retaffé. Il y en a même qui sont limite à la rue aujourd'hui dans cette situation-là, et notamment avec le confinement en fait qui est en train de se préparer. Léo, je vais voir Léo si je peux te contacter. Léo, on va voir si je peux te contacter. Léo Valadim, où es-tu mon ami? Tac, tac, tac. Bon, je sais pas comment on fait ces conneries là. J'aimerais bien essayer de... Léo, essaye de me faire une proposition si t'arrives. Propose-moi un peu dans ton... Je sais pas s'il y a une touche pour proposer, parce que j'arrive pas à te trouver. Je n'arrive pas à te trouver. Christian Drouet nous dit travaille, consomme et ferme ta gueule. Le confinement de Macron n'est pas une mesure sanitaire, mais l'amorce d'une dictature. Si on laisse faire, c'est foutu. Il faut des appels à la désobéissance. Et comme les transports sont des vecteurs de la circulation du virus, il faut une grève totale à la RATP, mais pas que, la SNCF, Keolis, Transdev, etc. Bien entendu, qu'il va falloir à un moment donné se bouger, sortir de cette atonie. Où sont les directions syndicales? Où est passé Martinez? Où sont-ils, ces dirigeants de centrales syndicales, et qui ne disent rien depuis le mois de mars? Il y a plus de 800 000 personnes qui ont basculé dans la catégorie A de Pôle emploi, c'est-à-dire qui sont au chômage. Plus de 800 000 personnes depuis le mois de mars, c'est énorme. Il y a plus de 400 plans sociaux qui sont en cours en fait dans différentes entreprises et des entreprises importantes, notamment dans la métallurgie, dans l'aéronautique et autres. Il y a plus de 400 plans sociaux actuellement, et en fait, on a des directions syndicales qui, dans cette période de crise sanitaire, économique et autres, qui ne disent rien. On a uniquement des syndicalistes de terrain dans différentes entreprises en fait qui agissent aujourd'hui pour essayer de faire en sorte de faire respecter les questions sanitaires, de faire en sorte que les salariés ils puissent avoir les moyens nécessaires pour se protéger, de faire en sorte que les salariés qui sont en télétravail et qui se font arnaquer, qui se font pas payer une part de leurs charges liées au travail qu'ils effectuent chez eux. Je vous le dis, si vous êtes, chers amis, en télétravail, encore dans la période où si vous allez entrer dans une période de télétravail, il faut exiger en fait qu'on vous paye la totalité en fait des biens que vous utilisez pour votre travail. Parce que quand vous étiez en présentiel dans l'entreprise, le patron il paye la climatisation, il paye le ménage, il paye le gars qui vient nettoyer les vitres, il paye l'électricité, il paye la chasse d'eau, il paye tout, il paye le loyer, etc., etc. Il paye Internet, il paye l'électricité. Il n'est pas normal que quand vous êtes en télétravail, en fait, c'est vous qui sortez l'argent de votre poche, en fait, pour faire le même boulot. Et au final, parfois même, parce que ça, ils ont remarqué, c'est des malins, pourquoi ils accentuent sur le télétravail. Ils ont remarqué, en fait, que le fait d'être
à domicile et télétravailler en fait fait en sorte que les gens se sentent un petit peu comme s'ils étaient coupables de quelque chose. En fait, ils se disent je suis à domicile, donc j'ai pas envie d'abuser, donc en fait je vais tout le temps surveiller l'ordinateur et travailler en permanence. Et ils ont remarqué au final que les gens étaient encore beaucoup plus productifs que quand ils étaient au travail, parce que quand t'es au boulot, tu discutes avec les collègues, que ça soit à la machine à café, celles et ceux qui fument des clopes, qui descendent, qui vont faire une pause, etc. Enfin, il y a un certain nombre de temps morts, et en fait, ces temps morts-là qu'on avait dans l'entreprise de manière générale, je parle pour les métiers comment dire, administratifs, si je puis dire. En fait, ce temps-là, ils l'ont vu qu'à travers le télétravail, il existait beaucoup moins en fait, que les gens étaient beaucoup plus productifs, étaient beaucoup plus connectés en fait sur l'ordinateur, et c'est pour ça qu'ils insistent sur le télétravail. Mais je le dis et je le répète, dans la dernière partie du confinement, dans la première partie du confinement, lors de cette première vague, il y a plus de 90% des ouvriers qui ont continué à travailler sur site, les amis. Tous les ouvriers, en fait, ont continué à travailler sur site pendant que c'était les cadres supérieurs et les cadres et les patrons qui étaient notamment pour beaucoup à domicile en télétravail. Et c'est ça la réalité. Ce que nous a dit Macron, si on devait résumer, c'est restez chez vous, mais allez travailler. Et la réalité, c'est que ça soit dans le bâtiment, dans les services publics, dans le transport, etc., dans la grande distribution, tous ces métiers-là qui étaient en première ligne durant le confinement et qui sont en première ligne depuis le début du Covid vont continuer à être en première ligne. Il n'y a toujours pas d'augmentation de salaire, il n'y a toujours pas d'indemnité liée au Covid qui a été distribuée, parce que c'est sympa d'avoir donné ci et là quelques primettes liées au Covid, mais le Covid, il a pas disparu entre-temps. Il n'a pas disparu ce Covid-là. Pourquoi il n'y a rien qui est fait au niveau des salaires? Je vous donne un exemple. La SNCF, septième année de négociation annuelle des salaires avec que dalle à la sortie, toujours pas une augmentation des salaires pour les cheminotes et les cheminots, alors que dans le même temps, en fait, dans les 5 dernières années, il y a eu plus de 3 milliards de bénéfices nets réalisés par la SNCF. Vous imaginez 3 milliards avec les grèves. Il y a eu quand même 3 milliards de bénéfices nets, et malgré ça, ça fait la 7e année. Il y a toujours pas de négociation, il y a toujours pas d'augmentation des salaires. Et au final, on voit c'est quoi le dialogue social avec l'entreprise. C'est quand on rentre dans la salle, c'est le patron qui décide, et quand on en ressort, c'est le patron qui décide. Et la seule chose que connaît le patronat dans ce pays, c'est le rapport de force. Et il va falloir en tout cas, dans la période, mettre un rapport de force. Je vais essayer de faire intervenir mon camarade Léo là, parce que je n'arrive pas malheureusement. Si vous êtes un peu avec moi. Tac, tac, tac. Je veux le faire réagir. On fait tout ça comme d'hab, hein, à l'ancienne. À l'ancienne. On va prendre Léo. Léo qui est un camarade de Révolution Permanente et qui va nous donner son avis sur la situation. Ouais, Anas. Oui, Léo. T'es là? Tac, Yes. tac, tac. Yes. Est-ce Je suis là. que certains peuvent me dire si vous entendez Léo, s'il vous plaît, si le son est bon? En attendant, prime 2 € de l'heure revendiquée. Allô, est-ce que vous m'entendez? Nickel. Vas-y, Léo, on t'écoute. C'est bon? Présente-toi, Léo. Super. Ben moi, je suis militant au NPA Révolution Permanente. Je suis étudiant à Saint-Denis. Et bon, comme tout le monde, je pense, j'ai été un peu choqué par les annonces de ce soir, où on a vu un Macron qui a été droit au but et qui nous a dit que là, dans la séquence qui vient, on va pouvoir faire qu'une chose de nos vies, on va être confinés à nouveau, mais avec l'obligation de devoir continuer à travailler en nous remettant y compris le poids de la crise économique sur le dos. Donc c'est une situation franchement révoltante. Franchement révoltante. Et c'était quoi déjà la situation un peu au niveau des étudiants là durant la première vague, notamment toi où t'es du côté de Paris 8, si tu peux raconter un peu, et la crainte aussi des étudiants aujourd'hui. Au niveau de la première vague, c'est simple. Les étudiants, on leur a demandé de passer des examens comme si de rien n'était, c'est-à-dire à distance, pendant qu'en fait, tu avais des étudiants qui crevaient littéralement la dalle, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est ceux qui occupent les postes les plus précaires. Donc tous les gens qui étaient en CDD, qui étaient en contrat court, ça a sauté dès le début du confinement, sans parler de ceux qui avaient même pas le privilège, entre gros guillemets, d'avoir un contrat de travail, ceux qui bossent au black, et notamment les étudiants étrangers, pour qui c'est difficile de bosser avec un contrat, qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans aucune source de revenus. Et dans mon université, à Paris 8, dès la première semaine de confinement, il y a eu 1000 demandes
de colis d'aide alimentaire d'urgence. Donc le confinement, il a emmené avec lui une pauvreté sans nom, et en fait on est en train de repartir, en plein là-dedans. Aujourd'hui, il y a besoin, de la même manière que dans la santé, il faut débloquer des milliards d'urgences, il faut débloquer des milliards d'urgences aussi pour un plan pour éradiquer la pauvreté, parce que le confinement, ça va amener ça. La pauvreté de masse. La pauvreté de masse, et les étudiants, ils vont être en première ligne face à ça. Et en parallèle, évidemment, suivre les études comme si de rien n'était, c'est tout simplement impossible. Donc ça va être tout simplement des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir choisir entre remplir leur frigo, en pédalant en Deliveroo, etc., ou étudier. Il va y avoir un échec scolaire record, évidemment, comme c'était le cas pendant la première vague. Et c'est quoi un peu ta vision à toi et la vision de manière générale des étudiants par rapport à la situation? Parce que quand même, quand on est jeune, on aspire un peu à un monde, un avenir un peu plus serein et plus visible, si je puis dire. Et que là, le moins que l'on puisse dire, c'est que entre les crises climatiques, où on a vu qu'il y avait de la jeunesse qui s'était mobilisée pendant il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, au même moment que les gilets jaunes, autour de fin du monde, fin du mois, etc. Et que justement, il y a toute la jeunesse et les étudiants de manière générale, ils ont toujours été très impactés et se sont souvent mobilisés en fait sur toutes les notions, on va dire, très politiques, et notamment le moins que l'on puisse dire sur la période de Covid, de crise sanitaire, c'est que on sait même pas c'est quoi la vie, quoi. Il y a plus de vie aujourd'hui dans la jeunesse. Ils sont pointés comme les premiers responsables du fait qu'il y ait une vague qui augmente, etc., qui revient en tout cas, et derrière il y a pas de taf. Ils voient pas en fait la sortie de la crise sanitaire, ni même la sortie d'une crise économique, etc. C'est quoi un peu toi ta vision et un peu les camarades autour de la jeunesse par rapport à toutes ces questions-là, en fait, de quel monde la jeunesse, les jeunes veulent pour demain? Bah écoute, de toute façon, ce qu'on est en train de voir, c'est le visage du capitalisme le plus brutal. Macron, il est très clair. C'est vous ne pourrez plus sortir, mais vous pourrez continuer à travailler. Et il y a une phrase qui est en train de circuler un peu sur les réseaux sociaux, qui est une phrase de Karl Marx que je vais vous lire, qui a été écrite il y a 150 ans et qui pour moi relève d'une justesse absolue. Cette phrase, c'est un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement physiques, le sommeil, les repas, est accaparé par son travail pour le capitaliste. Et moins qu'une bête en somme, c'est une simple machine à produire la richesse. Aujourd'hui, c'est simple. Le projet, c'est celui-là. On est des bêtes à produire la richesse si on a la chance encore d'avoir un travail. Parce que ce qui s'annonce pour nous, il y a la crise climatique qui avait déjà politisé des millions de jeunes partout dans le monde. On avait eu des manifestations avec plusieurs centaines de milliers de personnes, etc. Donc il y avait déjà une conscience dans la jeunesse que le capitalisme, c'est un système qui détruit l'écosystème, qui va entraîner des catastrophes naturelles énormes, etc. Quand on en a vu plusieurs cette année, avec les inondations dans le Gard, en Bretagne, etc., qui évidemment en fait n'ont rien de naturel, pour le dire comme ça, mais qui sont directement liés au réchauffement climatique, mais y compris en fait là ce qu'est en train de nous proposer Macron, et derrière lui tout le grand patronat français, le MEDEF, les banquiers, etc. C'est une vie dans laquelle tu vas pouvoir faire qu'une seule chose, c'est cravacher, cravacher, cravacher. Et moi franchement, il y a rien de plus insultant que le fait qu'il nous explique, parce que c'est ça le fond de son discours, que la solution à la crise économique, elle repose sur nous, sur le fait que non seulement on va devoir continuer à travailler, mais on va devoir travailler plus dur. C'est ça qu'a dit Macron. On va devoir travailler plus dur, alors que derrière, il y a des gens qui continuent à s'engraisser, à milliards, et eux, à aucun moment, Macron va leur demander de sortir l'argent de leur poche pour financer des lits en masse dans les hôpitaux, pour financer des places en masse dans les écoles, dans les universités, pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions sanitaires, pour un plan d'urgence réel contre la pauvreté. Donc voilà, évidemment, c'est un monde révoltant. Et évidemment, de mon point de vue, il faut que la jeunesse aussi, elle s'empare des outils théoriques pour comprendre cette situation catastrophique dans laquelle elle est plongée, qu'elle s'empare du marxisme pour analyser le système capitaliste, le comprendre et évidemment le combattre. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un regain un peu, notamment de toutes la théorie marxiste, des idées de Lénine, etc., de Trotsky. On voit notamment au-delà même de l'extrême gauche ou de la gauche de manière générale, mais on va dire que même dans des papiers importants, que ça soit, je crois, dans le Financial Times aux États-Unis, que ça soit dans plein de journaux importants, en fait, cette notion
de spectre révolutionnaire, de lutte de classe, etc., d'antagonisme de classe. Moi, je cite souvent l'éditorialiste Dominique Seux de France Inter, qui disait, notamment durant la première vague, en fait, qu'on voyait à quel point c'était celles et ceux qui étaient au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire les prolétaires, les travailleuses et les travailleurs, en fait, qui étaient en première ligne, qui étaient les plus utiles à l'humanité, parce que c'est eux qui ont fait vivre, qui nourrissent, qui produisent et qui permettent de livrer, de transporter et autres, et non pas les patrons, quoi. Les patrons, ils ont servi à rien dans la période. Et toi, tu vois un peu ces idées-là, notamment la théorie marxiste, tout ça un peu ressurgir dans la jeunesse? Ben pour l'instant, la théorie marxiste, elle ressurgit surtout de l'autre côté de l'Atlantique, où il y a le retour des idées du socialisme, etc., qu'il est possible d'avoir une alternative au système capitaliste, notamment aux États-Unis. Évidemment, c'est un paradoxe parce que c'est le pays qui, sans doute, enfin en tout cas un des pays qui a le plus réprimé les courants marxistes, communistes, etc. Mais c'est pas impossible que dans les années qui viennent, il y ait aussi en France des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui s'emparent de cette théorie. Et en tout cas, c'est ce que nous on défend avec Révolution Permanente. On va organiser des cycles de formation, etc. Mais au-delà de la théorie, la situation elle-même, c'est l'illustration éclatante que tout ce qu'on s'est évertué à nous montrer que ce n'était plus d'actualité, notamment l'existence de classes sociales, d'une fracture de classe dans la société, eh ben c'est bien réel parce que comme tu le disais toi-même, pendant la première vague, c'est ça qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui s'engraissaient, il y a des cadres qui bossaient à la maison, etc. Et on s'est rendu compte du jour au lendemain qu'en réalité, ils ne servaient pas à grand-chose. Les chefs qui donnent des ordres toute la journée et qui pendant le confinement ont pu continuer à bosser chez eux, ce qui n'a pas empêché les entreprises de tourner, et que pendant ce temps, les gens ceux qui faisaient vraiment tourner l'économie, c'est ceux qu'on continuait à envoyer sans mesures barrières, etc., cravacher dans les entreprises au péril de leur vie, y compris il y a dans toutes les usines, il y a eu des gens qui sont partis en réanimation, etc., et qui, y compris quand ils ont réussi à faire fermer leur lieu de travail, à faire fermer les entreprises non essentielles, on fait la démonstration aussi que quand ils arrêtaient de bosser, eh bien c'est tout simplement le monde qui s'arrêtait de tourner. Donc évidemment, dans ce climat-là, il faut non seulement réactualiser, faire vivre la théorie marxiste, faire vivre la théorie la théorie marxiste révolutionnaire, mais y compris il faut voir que il y a un enjeu aussi à mettre en exergue la fracture qu'on est en train de voir dans la société, et y compris dans un contexte où le gouvernement, ça fait des semaines qu'il s'évertue à essayer de nous faire croire que la fracture, elle n'est pas de cet ordre-là, que la fracture c'est entre les laïcs et les musulmans, par exemple, où on a vu tous les représentants du gouvernement défiler les uns après les autres pour nous expliquer que le problème fondamental dans la société, c'est les rayons halal, c'est les musulmans, c'est les femmes voilées, y compris qui leur a fait porter la responsabilité du meurtre horrible de Samuel Paty à des millions de musulmans qui vivent aujourd'hui en France, et y compris une bonne partie de ces musulmans qui sont des travailleurs en première ligne, qui sont les éboueurs qui continuent à bosser pendant la première vague, sont les caissiers qui continuent à bosser pendant la première vague, sont tous les personnels soignants qui sauvent des vies tous les jours et qui se sont fait cracher dessus, insultés par un gouvernement raciste. Et aujourd'hui, la deuxième vague, elle doit permettre de réactualiser et de leur foutre en face de la gueule que oui, il existe une fracture, mais c'est pas celle-là. C'est entre les exploiteurs et les exploités, ceux qui continuent à s'enrichir et ceux qui vont devoir continuer à aller bosser en baissant la tête. Et y compris quand les hôpitaux vont être saturés, parce que les projections c'est ça, c'est que le 6 novembre, d'après l'Institut Pasteur, 98% des lits en réanimation, ils vont être saturés, et les gens ils vont devoir continuer à aller bosser avec un couteau sous la gorge en leur disant si vous arrêtez de bosser, ce sera de votre responsabilité si l'économie s'arrête. Donc franchement, il y a une situation qui, il faut qu'on dans ce contexte-là, qu'on refasse vivre aussi une conscience de classe, une conscience commune des exploités, par-delà nos religions, nos différences, etc. On a tous des intérêts communs dans cette situation face à ces gens qui nous exploitent. Et une dernière question, parce que tu parlais de la montée, et notamment de réactionnaires et des propos islamophobes, notamment moi j'ai été victime, et je tiens à remercier tous les lecteurs et les lectrices et tous ceux qui suivent Révolution Permanente, qui m'ont apporté énormément de soutien, de messages, etc. par rapport aux menaces de mort qui ne sont pas les premières. Déjà au mois de septembre, j'avais un dirigeant du Rassemblement national qui m'avait proposé la pendaison, en fait, qui m'attendait pour me pendre. Et c'est ça la réalité de la situation, c'est-à-dire qu'il y a une montée réactionnaire. Il y a on voit, enfin, quand on regarde CNews, ou faut l'appeler maintenant le Fox News à la française, où chaque jour, ce qui est formidable avec CNews, c'est que ils vont toujours plus loin
tu découvres en fait que la connerie, elle était pas au bout en fait. Chaque journée, ils arrivent à toucher encore plus le fond, notamment que ça soit Elisabeth Lévy ou que ça soit Goldnadel encore qui appelait à la vengeance. Enfin voilà, il y a eu tout ce truc-là. Et ma question précisément, c'est est-ce que tu penses que c'est une erreur fondamentale en fait par rapport à justement cette crise sanitaire et crise économique que le gouvernement ait fait sa rentrée politique sur la question du séparatisme notamment, parce que ça a été ça toute la rentrée de septembre, et notamment le discours du gouvernement a été sur le projet de loi contre le séparatisme et non pas sur la crise sanitaire, non pas sur la crise économique, non pas sur comment on gère en fait aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça c'est une erreur fondamentale et que peut-être ils le paieront demain? Ah mais c'est clair que c'est une erreur. C'est une erreur d'un point de vue objectif. Après, pour eux, il y avait un enjeu énorme à mettre la question sociale sous le tapis. C'est que tout ce dont on parle là, ça a été démontré par la première vague. Il y a une fracture évidente entre ceux d'en haut, ceux d'en bas qui a été démontrée. Et eux, ils cherchent à faire diversion, à détourner l'attention, etc. C'était une politique constante, mais évidemment, pendant tout ce temps-là, pendant le temps, y compris où ils ont allongé beaucoup d'argent pour augmenter les agents de police, pour le couvre-feu, etc. Ils n'ont pas sorti d'argent pour les hôpitaux, ils n'ont pas sorti d'argent pour les écoles, ils n'ont pas sorti d'argent pour les universités pour pouvoir mettre en place des mesures sanitaires sérieuses. Des résultats, en fait, on s'est retrouvé avec une rentrée qui était catastrophique. En ce qui concerne les universités, dans toutes les universités, il y avait des images d'amphithéâtres bondés. Et après, le gouvernement, il mettait la responsabilité sur, soi-disant, les soirées étudiantes. Alors que dans les universités, il y a eu 0 embauche pour permettre d'accueillir les gens dans des conditions dignes. Et après, le gouvernement, il s'est permis de dire il faudrait que dans toutes les salles de classe, il y ait 50% seulement des étudiants qui puissent y assister. Mais dans ce cas-là, d'accord, mais dans ce cas-là, dédoublons la capacité d'accueil, embauchons massivement tous les doctorants, tous les gens qui sont en mesure d'enseigner aujourd'hui pour pouvoir accueillir tout le monde dans les universités. C'est la seule manière de pas faire des clusters énormes. Et c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. Le gouvernement, il a mené une politique de rentrée qui était essentiellement sécuritaire. C'était les flics. Et c'était une rentrée autour d'un discours des plus racistes qui cherchait évidemment à faire oublier la séquence dramatique de la première vague. Mais cette situation, elle va pas être tenable de très longtemps, parce qu'évidemment, la deuxième vague, elle va aussi refaire surgir les fractures dont on parlait précédemment. Léo, merci énormément. On va passer à quelqu'un d'autre. Merci, force à toi. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Twitter, Léo Valadim. Camarade du NPA Jeune, et voilà quoi, suivez-le et allez le voir et voilà, envoyez-lui des messages, et merci beaucoup Léo. Merci Anas, merci. Salut, tout le monde, ciao. bonne soirée. Ciao. Chers camarades, on va passer à une camarade qui est enseignante, professeure des écoles dans le 95, qui va réagir notamment parce que la particularité dans ce confinement, c'est que les écoles vont continuer à rester ouvertes. On va essayer de savoir est-ce que vous en pensez aussi, vous d'ailleurs, est-ce que vous êtes pour que les écoles restent ouvertes, ou bien si la cohérence voulait qu'elles soient fermées. Et je voulais, en lien avec ce que disait Léo, dire plusieurs choses. La première, concernant la question du confinement, on est tous d'accord sur une chose, c'est que bien entendu, le confinement, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de vie, de ne plus sortir, de réduire drastiquement les activités, fait bien entendu que ça va, le nombre de cas va diminuer. On le sait ça. Ce que on pose comme problème, c'est est-ce que la stratégie du confinement est la bonne stratégie ou la meilleure stratégie. En l'occurrence, c'est la seule stratégie qu'adopte le gouvernement, parce que derrière toutes les autres propositions, c'est-à-dire celle d'embaucher du personnel de santé, c'est celle de augmenter les salaires, parce qu'il faut savoir notamment, et je salue l'ensemble du personnel de santé, notamment le personnel hospitalier dans la période. Moi, j'ai énormément d'amis, de camarades. Beaucoup sont en arrêt maladie. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnel de santé qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que les hôpitaux ont moins de personnel que durant la première vague. Parce qu'il y en a qui sont en arrêt maladie, ils ont fait des burn-out, notamment à travers la gestion catastrophique de la première vague, où il y en a, rappelez-vous, ces scènes d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui mettaient des sacs poubelles. Si c'est pas une question de respect et de dignité, vous imaginez quand vous avez fait des années d'études que vous soyez réduit
à devoir mettre un sac poubelle en fait sur vous pour pouvoir exercer votre métier. Si c'est pas la pire des ignominies en fait de ne même pas pouvoir avoir de masque pour pouvoir se protéger, ni de blouse pour pouvoir se protéger. Et beaucoup en fait ont vu que dans la période de première vague, il y a eu une gestion criminelle en réalité dans les hôpitaux qui n'était pas de la responsabilité du personnel de santé qui lui a dû faire ce qu'il pouvait avec les moyens du bord, mais que derrière de tout le gouvernement et des gouvernements précédents en réalité. Et ils ont eu beaucoup ont fait des burn-out, sont en burn-out aujourd'hui parce que justement ils n'ont pas accepté pour leur esprit, en fait, d'avoir traité énormément de gens comme ça, à devoir parfois faire le tri entre celles et ceux que tu vas sauver, entre ceux à qui, pour d'autres soins, de leur dire de repasser, parce que tu leur dis pas de repasser parce que toi t'as pas le temps. Tu leur dis de repasser parce que tu es déjà occupé sur d'autres tâches et qu'il n'y a pas d'autres personnes embauchées pour ces postes-là. Et c'est ça le problème de fond, chers amis. Il n'est pas de dire, parce que je vois des fois, ouais, mais Anas, en même temps, il n'y a pas le choix. Le confinement, il n'y a pas le choix parce que, bon, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre, les cas augmentent. Mais on est d'accord, ça, chers amis, chers camarades. On est d'accord que le fait que ça augmente, à un moment donné, le gouvernement, vu que c'est sa seule proposition, c'est de confiner, il sait faire que ça. Par contre, il y a une autre alternative, il y a une autre voie à tout ça, qui est une autre voie qui n'a pas besoin de limiter les libertés individuelles, la liberté de circuler. Enfin, il tire aucun bilan, Emmanuel Macron. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il tire aucun bilan. Pour lui, tout ce qu'ils ont fait, l'action du gouvernement depuis le mois de mars dernier est parfaite. Est parfaite. Rappelez-vous de ces Olivier Véran, il avait fait des tweets pour se foutre de la gueule. Écoutez, il a fait un tweet à un moment donné, il disait « Je suis au bord de ma fenêtre et je suis estomaqué de voir que des gens marchent dans la rue avec des masques alors que ça ne sert à rien du tout. » Imaginez c'était quoi le gouvernement en fait il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'ils ne tirent aucun bilan de leur action et notamment du fait, je sais pas, c'est quoi le couvre-feu quoi. Ça fait 2 semaines que les gens ils courent, que ils courent pour prendre les derniers métros et les métros et les RER sont bondés. C'est quoi le bilan de ça? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi il y a 3 semaines, il y a 1 mois, à Marseille et ailleurs d'avoir dit que les bars fermaient? Il y avait quand même un truc assez incroyable. Vous imaginez, c'était dans un café, tu pouvais prendre à boire, écoutez bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, tu pouvais prendre à boire uniquement si tu avais à manger avec toi sur la table. Vous savez, moi je connais un gars, ce qu'il a fait dans son bistrot, en fait, il mettait des fausses assiettes. Pour que les gens puissent boire juste une pinte ou un café, il mettait une fausse assiette comme ça et lui il disait au cas où s'il y a un contrôle, je dirais que ils ont pris une assiette de frites ou ils avaient mangé un sandwich sur place en fait. C'est quand même imaginez jusqu'où en fait fallait essayer d'esquiver le truc pour faire en sorte de rester ouvert. Même là, qu'est-ce qu'ils ont fait les coiffeurs? C'est quoi le problème du fleuriste? Pourquoi le fleuriste il doit fermer? Il y a quand même une incohérence en fait totale sur l'allocution et notamment le fait de, je le dis et je le répète, de tirer aucun bilan de l'inaction, de cette gestion catastrophique sinon criminelle du gouvernement. La seule chose positive en fait, et il faut avoir une petite note positive dans la période, c'est que le personnel de santé, le personnel hospitalier aujourd'hui de la première vague, il a appris. Il a appris de la première vague et notamment il y a des mesures qui prennent, notamment contre les embolies pulmonaires. Il donne enfin je saurais pas vous dire, je sais plus si c'est des corticoïdes ou je sais plus le médicament, mais en tout cas ils donnent des soins pour éviter les embolies pulmonaires. Ils permettent de mettre en oxygène beaucoup plus rapidement, etc. Il y a un certain nombre de choses qui font que derrière la gestion elle est meilleure. Bon, derrière cet interlude, chers amis, je vais passer la parole à Gwenaëlle qui est une camarade professeure dans le 95 et qui a des enfants de CM1, de CM2. Elle va nous dire un peu sa perception et notamment on pense à l'ensemble du corps enseignant en fait qui est endeuillé. On a une pensée pour également la famille de Samuel Paty, ses collègues, ses amis. Gwen, tu es là, Gwen? Ouais, je suis là. Bon, allez, on t'écoute, on est en live. Donc Gwen, très rapidement, les questions qu'on se pose. C'est quoi tout d'abord, toi, ta réaction par rapport à l'allocution de Macron et notamment de la décision de faire un confinement, mais dans lequel les profs
vont demain être encore en première ligne, alors qu'en même temps on dit que la vague arrive et qu'elle est beaucoup plus inquiétante que la première. Bah déjà, en fait, on peut même pas appeler ça un vrai confinement, en fait. Alors, j'ai pas entendu le début du live, hein, mais je sais pas si on peut dire confinement, parce qu'un confinement, c'est quand on est chez soi, en fait, on se confine parce qu'il y a un vrai problème. Donc, du coup, là, déjà, on peut même pas parler de confinement, parce que les gens, ils vont juste aller travailler. On empêche juste les libertés, tout ce qui est hors travail. Donc, vraiment, on commence. Enfin, moi, je serais même pas d'avis de parler de confinement. C'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Maintenant, ça fait la surprise, comme si ça allait repartir. Oh, ça repart à l'automne, on est surpris. Mais qui n'avait pas prédit ça déjà? Et surtout, enfin, tout le monde le savait, sauf qu'il s'est rien passé. Donc, de toute façon, la décision, de toute façon, au vu de la situation sanitaire, vu que rien n'a été mis en place, rien n'a été mis au niveau des hôpitaux, au niveau, des écoles. De toute façon, si nous confinaient les écoles, ça pouvait pas marcher. On n'était pas prêt. Personne n'est prêt. Personne n'a de matériel. On n'a encore pas les outils. Ça va pas. Et on a bien compris de toute façon qu'ils n'allaient pas faire ça, qu'on est toujours la garderie du MEDEF. Donc ça, il y a personne, absolument personne n'est dupe. En tout cas, ça fuse dans tous les sens, là, sur les collectifs, sur les groupes, etc. C'est ça le sentiment des profs aujourd'hui? Sur le fait qu'on soit comment? C'est ça le sentiment des profs d'être la garderie du MEDEF, là, par rapport à l'allocution? Mais tout le monde sait, tout le monde a l'impression d'être sacrifié. En même temps, on aurait été confiné, je te dis, on aurait été dans une galère sans nom, parce qu'on n'est toujours pas prêt. Quand on a été confiné, la surprise, soi-disant, on a tous pris sur nous. Sauf que là, t'as 6 mois plus tard. Tout le monde savait. Attends, on n'est pas des médecins ou quoi. On savait qu'à l'hiver, ça allait repartir. Il y a rien qui était prêt de toute façon. Il y aurait eu un confinement, ça aurait été la galère. Mais là, pas de confinement. Mais là, on est sacrifié. De toute façon, on est sacrifié. C'est-à-dire que les enfants, on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont malades. Il y a de plus en plus de gens. Donc nous, de toute façon, ça toujours, plus ça avance dans la maladie, plus il y a de malades, plus notre protocole, il s'allégeait. Donc le fait qu'ils nous confinent pas, qu'on continue, nous, à travailler, à garder des enfants, on est tout simplement sacrifiés de toute façon. On sacrifie les gens. On n'a rien à foutre, vu que l'économie, c'est le centre, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est pas les gens, c'est pas l'humain. Si c'était l'humain, il y aurait eu des moyens sur les hôpitaux, il y aurait des moyens sur le médical pour soigner les gens. Donc en fait, là, on a vraiment, on le savait déjà, personne n'était dupe non plus, mais du coup, on a la certitude que c'est pas l'humain, que c'est bien le capital, du coup, qui prime avant toute chose. Mais donc voilà, après. En gros, mais vous chez les profs, parce qu'il y a cette question centrale, moi pour être père de 2 enfants et qui vont à l'école, il y a cette question-là où on se dit c'est difficile en fait encore de mettre en retard les enfants sur l'éducation, etc. Mais en gros, les profs, ce que vous dites, c'est que vous, au contraire, vous voulez exercer votre métier, etc. Mais que les moyens, ils ont pas été mis en place, et notamment pour pouvoir vous protéger et protéger les enfants, quoi. Depuis la rentrée, en fait, on n'a pas arrêté de le dire, mais même depuis le dernier confinement, depuis cet été, il y avait rien qui était prêt, rien qui était préparé. Les protocoles qu'on a eu, il y avait même pas de protocole. On a eu juste des masques toxiques pourris. C'est la seule chose qu'on a eu qui fonctionnait pas. Tu faisais le test de la bougie, tu soufflais à travers. Donc de toute façon, nous, on avait des consignes. Non, il faut brasser les enfants. Alors que nous, les profs, de nous-mêmes, on a fait plus de protocoles que les consignes qu'on avait. On a évité de mélanger les classes, on a organisé des récré, on a fait tout ce qu'on a pu parce qu'on sentait tous le truc venir, que ça allait repartir, tu vois. Et en fait, là, nous, alors on avait des consignes de hiérarchie. Non, c'est pas la peine, vous pouvez les mélanger. Non, il y a plus, on les laisse à côté, il y a pas de problème. On n'a même pas écouté ça et voilà ce qui se passe maintenant. Donc moi, je pense qu'ils sont complètement responsables de là où on en est, d'un pseudo-confinement général. Et je pense que, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les clusters, ils sont dans les établissements scolaires. Exactement. Donc en fait, si vous aviez réfléchi avant, on n'en serait pas là, tu vois. Et on n'arrête pas de dénoncer l'absence de protocole. Plus il y avait les cas qui augmentaient, plus nous, les protocoles successifs diminuaient. À nous mettre la tête, le cerveau, on est tous éclatés en fait déjà. On était déjà éclatés. Plus ce qui se passe avec le collègue Samuel Paty juste avant les vacances, ça nous a terminé. Du coup voilà, maintenant on est encore en train de rediscuter. On est encore plus dans le mal. Moi je pense qu'il va y avoir un burn-out de ouf. Là déjà ça parlait déjà préavis de grève, etc. Ça avait déjà commencé à poser, rien que par rapport à ce qui avait été demandé pour la journée de lundi, si tu veux, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas du tout, tout le monde n'a pas envie d'appliquer ce qui est dit par le gouvernement. Tout le monde a envie de se recueillir, tout le monde pense qu'il y a un besoin, j'imagine, en tout cas, c'est ce qui se sent, de faire quelque chose. Mais en tout cas, on n'a pas envie d'être dicté par le gouvernement dans ce qu'il faut faire. Donc déjà,
il y avait déjà des discussions autour de ça, par rapport déjà au lundi qui est problématique dans plein de collectifs, dans plein de secteurs, dans plein d'écoles. On n'a pas envie de vous suivre. Vous avez pas voulu faire une minute de silence déjà pour Christine Renon. On a envie de la faire, mais on n'a pas envie de la faire parce que vous dites qu'on l'a fait. Donc moi, je pense qu'on a un stade là, on rajoute en plus, soit la situation elle est grave, dans ce cas-là on nous protège, soit elle est pas grave, et donc on fait pas un pseudo-confinement où on brime tout le monde. Enfin, franchement, mais là, c'est plus que tout, là. C'est pas possible. C'est vraiment, en plus, manque de respect, on l'apprend encore à la télé. Aucune information. Tous les trucs du confinement, là, on les apprend par les médias. Ce que je voulais te demander, parce que on sent bien ta colère, Gwen, en tout cas, je voulais te poser cette question, parce que du coup, on entend Macron parler de restrictions et d'un dispositif particulier dans les écoles. Toi, là, on est bientôt à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous avez eu des infos, vous, sur quel va être le protocole que vous allez devoir appliquer, ou bien il y a rien en fait pour l'instant? Que dalle. C'est-à-dire qu'en fait, on l'apprend comme tout le monde, comme toujours, à la télé, au dernier moment. On a que dalle. On n'a aucune information sur le protocole éventuel. Genre, on va avoir les informations maintenant, tu vois, pour se préparer, encore pour se monter la tête. Si ça dérange pas les gens, on est en congé aussi, tu vois. Genre, on a une obligation de regarder nos mails. Il va falloir qu'on prévienne tous les parents. Il va falloir qu'on prévienne ceci, cela. Enfin, de toute façon, le pseudo-protocole qu'ils vont donner, de toute façon, il peut être que plus contraignant, vu qu'il n'y en avait pas. En fait, le protocole, il y avait que dalle, il y avait rien. On se lavait les mains, on avait des masses toxiques pourries. Donc, de toute façon, le protocole, on se doute bien qu'il va être chiant. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vouloir? Enfin, je sais même pas ce qu'ils vont vouloir faire. On a 25 dans les classes, on est serré. Enfin, c'est pas du tout ça le problème, tu vois. Donc, pour moi, je vois pas ce qu'ils vont faire de plus. De toute façon, il y avait déjà rien. Fallait je ne sais combien de cas contacts pour faire une classe. En plus, il y a tout ce truc là de liberté de parole qu'on n'a pas. On n'a pas le droit, on a l'interdiction de dire qu'il y a des cas de Covid dans les classes. Si une classe est ferme pour cas de Covid, il faut savoir que les profs, on a l'interdiction de dire que c'est Covid. On n'a pas le droit, la classe est ferme, on n'a pas le droit de le dire aux familles, qui que ce soit. Ça. Donc toi, ta classe, tes mômes, ils sont dans la classe, ta classe est ferme, ou t'as des gamins qui sont pas là, ou la prof qui est pas là, t'as une remplaçante. Tu peux pas, on met en danger les familles. Les gamins, ils rentrent après chez leurs parents. Les gamins eux-mêmes, maintenant, on voit que les gamins, mine de rien, ils sont touchés. Mais rien que les grands-parents, tu sais, nous, on pensait à ça d'abord. Tu vois, on se disait aussi, allez, vas-y, on va voir, il n'y a pas trop de cas de gamins. Mais rien que les parents, les gamins, ils rentrent chez eux, ils vont voir les grands-parents, les personnes fragiles. Enfin, franchement, je trouve que c'est une mise en danger, mais incroyable. Et donc après, c'est pour ça fait le gros tatouin là sur le danger des autres gens. Mais le premier danger, nous on est mis en danger, on est sacrifié en premier lieu, et on est en danger de mort en fait finalement, tu vois. On met les gens en danger de mort par le gouvernement nous-mêmes, par cette inefficacité. Donc ouais, je suis furax. Mais je pense qu'on est plein à être furax. Et tu trouves que l'instrumentalisation et la récupération, la politique qu'a fait notamment Blanquer, là avec la mort de Samuel Paty, tu trouves qu'elle est insupportable en fait? C'est quoi un peu le retour au niveau des profs, parce que c'est un ministre détesté dans l'éducation nationale par rapport aux réformes, par rapport à tout ça en fait. Et là on voit que après la mort de Samuel Paty, il parle de héros, et puis en même temps c'était le même qui parlait de profs décrocheurs, que au final vous faisiez pas le taf, etc. Toujours à vous mépriser un peu. C'est quoi ta vision par rapport à l'attitude de Blanquer, notamment sur la dernière semaine? Écoute, franchement, j'ai pas vu sur un seul collectif, pas sur, une seule école, un groupe scolaire avec les gens sur qui tu travailles, tu vois, les collectifs de profs ou quoi, les gens qui dénoncent pas, même les gens, on peut pas avoir les mêmes réactions, pas avoir la même émotion, les mêmes, il y a eu beaucoup de débats, ça a été très compliqué pour gérer les profs, pour gérer entre l'émotion, de voir ce qui se tramait derrière, etc. Tout le monde n'était pas au même fait, tout le monde n'était pas au même niveau. Par contre, d'une manière générale, tout le monde était furax des récupérations du gouvernement. Moi, j'ai pas vu un seul poste, quoi que ce soit en tout cas sur les collectifs de militants, pas un seul qui dit oui, c'est quand même bien qu'ils aient fait ça. Moi, j'ai pas vu ça une seule fois. Et je suis sur plein de collectifs, tu vois, sur pas mal de trucs. J'ai pas vu ça une fois. En tout cas, à chaque fois, on se sent toujours vraiment
dégoûtée en fait d'être mis en danger, d'être bloqué comme elle l'a dit Marion sur le live la dernière fois, ce qui était très très bien. C'était très, enfin c'était complètement ça, c'est-à-dire qu'on se fait classer toute l'année. Depuis la rentrée, c'est catastrophique. Au niveau de la liberté d'expression, nous-mêmes on est brimés par rapport, je te dis, au fait de pouvoir dire aux familles attention, il y a des cas de Covid. On te dit pas, on va pas te dire machin il a le Covid ou quoi, mais on est bloqué dans ça. On n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Va faire une caricature de Macron, va la mettre en classe, tu vas voir si ça va passer. Et eux, ils sont là, ils viennent, ils nous font. Pourquoi tu les as pas vus tu les as pas vus parler dans le rassemblement? Ils savent très bien dans le rassemblement qu'il y a eu pour Samuel Paty. Ils savaient bien qu'il fallait même pas parler. Il est détesté et de toute façon, je te dis, ça discutait déjà. C'est-à-dire que quand bien même tu voudrais faire une minute de silence pour le collègue, ou tu vas le faire peut-être toi-même, de reprendre ça en fait avec tes élèves, avec tes gamins à la rentrée. Rien que le fait qu'ils le disent, ça énerve tout le monde. Déjà, t'es énervé. Alors, tout le monde, il y en a peut-être qui vont le faire parce qu'ils se sentent légitimes. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui veulent pas forcément faire à la manière des Blanquer, etc. parce qu'on se sent pas du tout soutenu. On se sent pas soutenu, on se sent mis en danger et on trouve que c'est quand même gonflé de mettre des collègues justement brimés, enfin qui prennent des blâmes, etc., qui se font convoquer ou qu'on parle pas de collègues qui sont suicidés du fait de nos conditions de travail. Il y a eu plusieurs suicides. Il y a eu aussi, pendant le confinement, il y a eu un directeur sur Marseille, tu vois, il y a eu Christine Renon, mais ça, ces morts-là, en fait, elles sont pas évoquées. Tu vois, elles sont pas évoquées, elles sont pas reconnues. Là, par contre, on se tait, on dit rien. Tu vois, là, alors là, ça fait du bruit. S'il y a quelqu'un d'autre, pointons du doigt, vite, pointons du doigt les autres problèmes pour éviter qu'on nous voit nous, quoi. Et nous, on nous met en danger. Nous, on en met en danger depuis la rentrée. Et ça continue, là, c'est le poumon, quoi. Ok. Merci énormément, Gwen. Bon courage à toi et à tes collègues et force à l'éducation nationale, enfin, à l'éducation nationale, au corps de l'éducation nationale, les professeurs, les personnes qui s'occupent aussi du nettoyage des classes, qui désinfectent, etc., et qui sont en première ligne et qui, voilà, quoi. Il y a une AESH, qui est morte dernièrement. Il y a une AESH qui est morte dernièrement du Covid. Exactement, et c'est ouf cette annonce là que a dit Gwen, dont je n'étais pas au courant, que lorsqu'il y avait des cas de Covid et qu'une classe était fermée pour cas de Covid, en fait, il ne fallait pas donner les raisons aux parents, il ne fallait pas dire pourquoi. Enfin, c'est assez si c'est pas une mise en danger d'autrui, ça, notamment des personnes qui ont des parents fragiles. Enfin bon, c'est assez énorme. On est tous dans le mal par rapport à ça, en fait, dans les classes, mais depuis la rentrée, on est tous dans le mal par rapport à ça. Au fait qu'on n'ait pas le droit de dire qu'il y a du Covid. Donc faites attention, franchement, je sais pas quoi dire aux familles. À un moment donné, il va falloir qu'on se rassemble, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent les directions syndicales par rapport à ça? Parce que c'est quoi? Il y a un décret, il y a une loi, c'est quoi? C'est un règlement qui vous a été imposé, c'est ça? Ouais, c'est nos hiérarchies en fait qui disent. Alors il y a toujours le fameux, vraiment le légendaire, l'éternel devoir de réserve. Donc ils mettent ça sous coup du devoir de réserve, où t'as pas le droit de donner d'indications sur la santé des familles. Mais on te dit pas de dire machin a le Covid. Enfin tu vois, on va pas dévoiler les données médicales des familles. C'est pas ça. Mais dire que quand t'as des cas de Covid, quand on a que les enfants sont pas considérés comme cas contact. À l'heure actuelle, ils sont entre eux. T'as un gamin dans la classe, eux ils sont pas cas contact. Tu vois. Donc du coup, c'est incroyable. Par contre, dans une salle des maîtres, t'as un prof, tu manges ensemble en salle des maîtres, mais de toute façon, c'est toujours toi qui es responsable quand il y a le Covid. T'as un prof qui a le Covid, ceux qui ont mangé à côté de lui sont cas contacts, pas celui d'en face. Nous, c'est comme ça, par exemple, sur notre école. Ils définissent, c'est la popote interne, et les profs, ils sont en septaine, et ils sont remplacés par d'autres profs, dans la même classe, avec les mêmes gamins. Franchement, c'est un foutoir, mais incroyable. Donc là, ça va aller que de mal en pis. Moi, je vois pas d'autre chose que de bloquer, d'arrêter de laisser faire ça. C'est insupportable, c'est dangereux. Ça marche. Merci énormément, Gwen. À plus tard. De rien. Salut, ciao. Allez, ciao. bon courage. Ciao. C'était vraiment exceptionnel. C'est sur Révolution Permanente. Live à l'arraché. Vous êtes 400. À un moment donné, on était 500. Il est presque 23 heures. Je vais conclure parce qu'on va pas faire long. Et je pense que on essaiera de préparer un live un peu avec les différents secteurs. Et j'ai envie d'avoir des indépendants. S'il y a des petits commerçants, fleuristes, bar tabac, coiffeur, etc. Mais je vous le dis, on est chez Révolution Permanente. Révolution Permanente, c'est le média du bon côté de la barricade. Donc si on a des indépendants, des commerçants qui ont cette lecture de classe aussi de la situation, qui ne se sentent pas appartenir au MEDEF, ni à la bourgeoisie, ni quoi que ce soit, et qui se sentent
plus proche du prolétaire parce que ils arrivent pas à s'en sortir, etc. Envoyez un message à Révolution Permanente, racontez-nous votre cas, etc. Et puis on essaiera de vous faire intervenir, je vous assure, dans un prochain live, et notamment autour de cette alliance qui doit être centrale entre cette classe moyenne, ces indépendants, ces commerçants, et le prolétariat et le mouvement ouvrier d'y organiser les gros bastions, nos camarades raffineurs, nos camarades des transports, de la métallurgie, de l'aéronautique, de l'éducation nationale, de la santé, et j'en passe et des meilleurs. Il va falloir que la classe ouvrière dans son ensemble, en fait, elle commence à se rendre compte que de sa force, c'est que c'est elle qui produit la totalité des richesses, en fait, et qu'à un moment donné, elle peut pas indéfiniment rester subordonnée à cette bourgeoisie, à ce patronat qui, au final, on le voit que même pendant les crises climatiques, même pendant les épidémies, etc., ils essaient toujours de profiter. Et je pense par exemple à Jeff Bezos. Jeff Bezos, quand même, il a fait plus de 80 milliards en 3 mois, si c'est pas exceptionnel, ça. Le gars, il était à 120 milliards de richesse personnelle, il est passé à 200 milliards, alors qu'on nous disait c'était la crise économique. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mes chers amis, très rapidement, enfin, il y a une situation qui pour moi est différente de la première, du premier confinement. Je sais pas autour de vous, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. On fait pas de la politique de la boule de cristal, si je puis dire, mais en l'occurrence, j'ai l'impression que ça passe moins bien qu'avant, en tout cas au niveau de la pilule, pour plusieurs raisons, parce qu'on a été déjà marqué au fer rouge en vrai par la gestion catastrophique du gouvernement, parce qu'il y a eu plus de 35 000 morts du Covid durant la première vague. On nous disait, rappelez-vous Sibeth Ndiaye. Quand même, Sibeth Ndiaye, on l'a oublié. L'histoire peut-être oubliera son nom, mais nous, on l'a pas oublié, Sibeth Ndiaye. Elle a quand même dit, je sais pas mettre un masque. Pour justifier que le masque, ça servait à rien, elle a dit, les gens ne savent même pas mettre un masque. Moi-même, en tant que porte-parole, je sais pas mettre un masque. Vous imaginez le niveau dans lequel ils étaient durant la première période. Maintenant, tu peux mettre un masque à 3 heures du matin, boulevard des Italiens à Paris. Il y a personne autour de toi. T'imagines que s'il y a une patrouille de police qui te croise à 3 heures du matin dans la rue et que t'as pas de masque, elle te met une amende. Vous imaginez quand même la folie. On est passé d'un truc. Je vais vous raconter une autre chose, et j'espère qu'on va avancer en fait dans le respect et la dignité pour les proches qui sont partis des suites du Covid, en fait, chers amis, parce que ça, c'est le truc le plus grave, et notamment qui est le plus grave. Faut savoir que les personnes, notamment, qui perdent des proches du Covid, ils ne voient même pas le visage, ils ne peuvent même pas fermer le cercueil, ils ne peuvent même pas, en fait, que ça soit dans la religion catholique, la religion juive ou la religion musulmane ou d'autres religions, en fait, ils n'ont pas le droit de faire les rites funéraires, en fait. Ils ont même pas le droit d'accompagner les morts et essayer de faire le deuil, en fait, parce qu'ils ne voient pas le visage, ils ne savent même pas. Et je vous assure, j'ai vu des cas autour de moi, et j'ai pas envie d'en parler, de les citer, parce que voilà, je dirais pas qui, comment ou machin, mais je connais des gens dont les proches ont été enterrés dans la mauvaise tombe, les amis. D'accord? Il y a eu des erreurs, en fait. Parce que les gens, ils ne savaient pas il y avait qui dans les tombes, et je vous assure, faites-moi confiance, c'est réel ce que je vous dis. C'est réel ce que je vous dis. C'est-à-dire de ne pas pouvoir, en fait, voir le visage d'un proche. Vous imaginez quelqu'un qui a été en réanimation 3 semaines, 1 mois, et toi, on t'explique que t'as pas le droit de toucher au cercueil, t'as pas le droit de voir le visage, même derrière une vitre blindée de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère, de ton grand-père ou ta grand-mère ou ta tante ou ton oncle. Tu n'as même pas le droit de voir son visage derrière une vitre blindée. Mais par contre, dans le RER, il t'explique qu'il n'y a aucun problème dans le RER parce que tout le monde a le masque. Mais je vois pas en quoi, moi, de voir un cercueil à 10 mètres et de voir simplement le visage du proche que j'ai perdu, ça serait interdit, en fait. Et malheureusement, on est dans un niveau, en fait, de déshumanisation, en fait, où il n'y a même pas le minimum de respect et de dignité pour les défunts et pour leurs familles, leurs proches, pour pouvoir les accompagner, pouvoir faire les lavages mortuaires, etc., etc. C'est une situation tellement horrible, les amis. Faut savoir que dans des cimetières, durant le confinement, pendant la première vague, faut savoir que dans les cimetières, c'était 20 personnes pour l'enterrement. Vous imaginez, dans des cimetières, on a recalé des personnes de famille comme en boîte de nuit.
Comme en boîte de nuit, lorsque les gens, ils étaient plus que 20, on recalait les gens à la porte, on leur disait, vous pouvez pas rentrer dans le cimetière. Et aujourd'hui, dans le RER, on t'explique qu'il n'y a pas de problème parce que t'as le masque. Et c'était ça, la gestion. Et c'est pour ça qu'on a été marqué au fer rouge, en fait. Parce qu'on a vu qu'ils se sont foutus de notre gueule. Parce que, ouais, certes, les gens, ils ont passé leurs vacances, mais encore heureux. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on passe des vacances. Mais à un moment donné, une gestion politique, sécuritaire, sanitaire, c'est pas de dire aux gens mettez le masque, on n'a pas besoin de toi pour mettre des masques. On aurait bien voulu en mettre pendant la première vague, mais il y en avait pas. Mais les gens, ils cherchaient à en mettre. Rappelez-vous du niveau d'hystérie où on nettoyait les légumes. Moi, je me rappelle quand je rentrais, enfin, les baskets, on les rentrait même pas à domicile. Je sais pas ce que vous faisiez, mais ça, c'est un peu cocasse parce qu'on limite, on allait brûler nos affaires en sortant de l'ascenseur durant la première vague. Nous, on nettoyait, vous savez, on passait les bouteilles d'eau, on achetait un pack. Écoutez la folie dans laquelle on était. On achetait un pack d'eau de cristalline ou peu importe. On enlevait du pack d'eau, chaque bouteille, on les passait sous le robinet. On les passait sous le robinet avec désinfectant Javel avant de les mettre dans le frigo. Le niveau du truc, quoi. Et aujourd'hui, on t'explique, ouais, y a pas de problème, va travaille, y a pas de souci, juste garde ton masque, c'est suffisant. Il y a un deux poids deux mesures et il y a une démagogie profonde et on voit à quel point en fait que ce gouvernement-là, il profite. Et moi, je voulais aller à l'encontre des propos parfois qui peuvent être complotistes, les amis. Et vous savez moi à quel point je suis pour la justice et être juste, c'est-à-dire de dire la vérité, de pas cacher les choses, ni mentir, ni de s'inventer. Le Covid existe. Le Covid existe et la deuxième vague est en train d'arriver. Ça, c'est une réalité, je vous le dis. Moi, vous me connaissez les camarades, j'ai pas d'intérêt, je ne travaille pas pour Big Pharma ou je ne sais pas quoi, j'ai pas de business. C'est une réalité. Il y a des cas. Par contre, ce que nous, on dit, c'est que le gouvernement essaye, malgré le Covid, malgré le nombre de cas, il essaye de tirer au maximum la plus-value pour l'économie. Et c'est ça qui est criminel. Et c'est ça que nous on dénonce. On n'est pas en train de dire que le Covid n'existe pas. On dit si le Covid il existe, on dit si il y a des gens qui meurent du Covid. Et ça c'est une réalité. Et bien sûr qu'il y en a plein qui sont asymptomatiques, et bien sûr que le Covid tue exclusivement, en grande majorité, les personnes très âgées, etc. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que il y a une autre possibilité en fait de gestion sanitaire. Il y a une autre possibilité en fait de faire en sorte de protéger les gens autour de nous. C'est de mettre les moyens en fait. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de métros, d'avoir acheté des métros, des rames, d'avoir construit des hôpitaux. Rappelez-vous de il y avait des vidéos qui se moquaient de Wuhan, la ville de Wuhan en Chine, qui avait, rappelez-vous, construit un hôpital, je sais plus s'il y en a, ils ont la durée, je sais plus, c'était une semaine, 10 jours, ou enfin bref, on se rappelle de cette vidéo, si vous vous souvenez, la vidéo en accéléré, en fait, on voyait la vitesse à laquelle ils avaient construit un hôpital. Je dis pas qu'il fallait construire des hôpitaux en une semaine, mais je dis simplement que quand même, dans cette période-là, il n'y a pas un hôpital qui a été construit, en plus. Il n'y a pas d'accélération de formation. On n'a pas cherché à augmenter les salaires. Il faut savoir que l'augmentation de salaire qui a été effectuée pour le corps médical ne les remonte même pas à égalité des autres pays européens. Ils sont encore sous-payés. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont encore 30e dans la liste des personnels de santé les moins bien payés. Et c'est tout ça, les amis, c'est ça en fait. Il manque des moyens, il manque du personnel de santé. Il aurait fallu des régulateurs de flux devant les métros, devant les gares. Je vous mets au défi pour les Parisiens, les Parisiennes, mais pas que. Partout où il y a des transports en commun, il n'y a pas de gel sur les quais. Prenez n'importe quelle station du RER B, du RER D ou peu importe. Allez à Châtelet-Léa, à la gare de Lyon. Je vous mets au défi dans les quais de gare si vous pouvez trouver du gel. Il n'y a pas dans les rames non plus. Pourquoi on n'a pas mis de distributeur de gel hydroalcoolique dans les rames? Bien sûr, certains libéraux et les droitards de service et les réacs de service pour toujours essayer d'esquiver et de protéger le gouvernement, ils te diront oui bah t'avais qu'à acheter ta petite bouteille de gel. Oui mais t'as pas toujours ta bouteille de gel dans ta poche. Et que le mieux, si t'as envie de faire en sorte d'éviter que les gens ils aillent en réanimation et que derrière ça soit un lit en moins, etc. Et que peut-être la personne elle l'a chopé en tenant la barre du métro, et de mettre du gel hydroalcoolique, une pompe pour que les gens ils puissent se désinfecter les mains avant de tenir la barre. Et de pas compter dans celui qui a acheté sa bouteille ou celui qui a pas sa bouteille. C'est ça de mettre des moyens. De mettre des bus en plus. Parce que les bus, il y en a moins.
Parce que vu qu'il y a moins de monde, vu que les transports sont arrêtés plus tôt, ils mettent moins de transports. Faut savoir qu'il y a énormément de rames TGV dans les différents technicentres qui ont été rentrés et dont les batteries, en fait, pour éviter que la rame soit encore sur des questions électriques, etc., on décrochait en fait les batteries pour garer les TGV sur une durée beaucoup plus prolongée, au lieu de mettre plus de moyens en fait. On l'a vu cet été. On a vu les rames de TGV à quel point elles étaient bondées. Les gens qui avaient parfois des bicyclettes, des vélos, des VTT sur eux. Il y avait des gens qui étaient assis dans les toilettes parce qu'ils n'avaient plus de place, parce qu'on faisait de la surréservation. On l'a vu tout ça en fait. Et c'est ça la gestion catastrophique sinon criminelle. Voilà les amis pour la conclusion. Je vais essayer de lire quelques messages. Désolé, c'était un live un peu à l'arrache. On essaiera de faire un... Rémi Sage, ils ne font rien, c'est pour ça que je me demande si ce virus existe vraiment, si leur vie était vraiment en danger, il y aurait eu des centaines d'hôpitaux construits et des milliers d'emplois. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que le Covid existe bien, mais bon, c'est pas Macron qui est en première ligne, quoi. Macron, lui, même le coiffeur, il l'a, donc il s'en fout même de ton coiffeur qui ferme. L'essentiel, c'est que Carrefour, Airbus et compagnie, les grosses sociétés du CAC 40, ils puissent continuer à vivre et à s'enrichir. Pauvres enfants, les enfants ne risquent rien. Tu préfères qu'ils soient tabassés ou violés par les parents. Je sais, Jennifer, elle répondait. Lilou répondait à Jennifer. Ah oui, il y a un problème aussi dont on ne parle pas, mais notamment une pensée, je le disais tout à l'heure, tout le personnel les intermittents du spectacle, mais il y a également nos frères et nos sœurs sans papier dont on ne parle jamais et dont la marche des solidarités qui a eu lieu le 17 octobre dernier a été incroyable. Faut savoir qu'ils sont montés de toutes les régions de France. En fait, ils ont dormi le long des routes, etc., pour pouvoir venir à pied en fait à Paris. Ça a été une marche historique et malheureusement, elle n'a pas été visibilisée dans les médias parce que c'était en même temps le lendemain en fait de l'assassinat terrible de Samuel Paty et il y avait la marche des solidarités le samedi et aucun média n'en a parlé. Mais en tout cas, les sans-papiers dans cette période-là de confinement, faut savoir qu'ils sont tétanisés, ils n'osent pas sortir et il va falloir exiger, et moi je le dis, il faut que tout le monde, on puisse le réclamer ça soit la fermeture totale des centres de rétention, et encore pire durant le confinement. Déjà de manière générale, il faut fermer ces putains de centres de rétention en fait, qui sont des prisons à ciel ouvert pour renvoyer en fait les personnes qui fuient la misère dans leur pays, qui fuient parfois les guerres, les crises et autres, et qui en fait viennent au risque de perdre la vie dans les traversées, etc. et au final se retrouvent dans ces centres de rétention. Et je le dis, déjà de manière générale et encore pire durant le confinement, il faut savoir que les centres de rétention durant le premier confinement n'étaient pas fermés. C'est-à-dire, imaginez-vous un sans-papier. Déjà, pour lui, même quand la rue elle est blindée, il a peur de se faire attraper. Parce qu'un noir dans la rue, quand il a des papiers, il se fait contrôler. Alors imaginez quand il en a pas, à quel point c'est terrible. Alors imaginez dans une période où il y a personne dans la rue. Faut savoir qu'il y a des gens qui vivaient dans des foyers, qui ne sortaient pas et qui ne se nourrissaient pas pendant plusieurs jours en fait. Et une grosse pensée à tous les camarades sans papier et notamment aussi ces questions-là parce que c'est venu sur les maltraitances vis-à-vis des enfants, également les violences sexuelles qui sont effectuées sur de nombreuses femmes, etc. Malheureusement, le confinement, c'est pour ça que c'est une stratégie à bannir. En réalité, que c'est une sorte de ligne Maginot, pour reprendre cette expression, une sorte de ligne Maginot sanitaire. En fait, voilà quoi. Bien sûr, ça va baisser le nombre de cas, mais après, les amis, il va y avoir Noël. Et après, c'est quand? Il y a le 3e reconfinement, quand ça? Fin janvier, début février, on va faire quoi? Et on va être reconfiné comme ça tous les 3 mois. On reste chez nous pendant 1 mois et demi et on ressort. Et enfin, voilà quoi. Oui, Yann, pas de panique, frérot. Pas de panique, c'est difficile de lire en même temps et de parler. Des fois, on loupe. Tiens, Yann Roux, la corde ou la révolte. Nasser, le Covid existe et le président de la première puissance mondiale est positif et guéri par un vaccin expérimental. De qui se moque-t-on? Ça, je saurais pas te dire. J'ai pas suivi s'il y a eu un vaccin sur Donald Trump. J'essaye de remonter, les amis. Il y a eu déjà beaucoup de soutien pour Gwen. Je sais pas si elle suit encore ce live.
Il y a Sandra qui dit il y a des cas de Covid, ça c'est sûr, mais ils en rajoutent car il y a des malades qui sont étiquetés Covid. Alors c'est une simple rhino. Le médecin l'a dit ouvertement sur CNews hier. Après, je sais pas si t'as le nom du médecin, j'ai pas vu, mais je veux bien te croire sur parole si un médecin a dit ça. Ils ne font rien, Rémi Sage, ils ne font rien. C'est bien pour ça que je me demande si ce virus existe vraiment, si leur vie était vraiment en danger. Je l'avais lu tout à l'heure. J'essaye de remonter. Yann Roux à Toulouse, nous venons de détruire une aile de l'hôpital Purpan. C'est ouf, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il y a même, faut savoir qu'il y a déjà une diminution du nombre de lits en réanimation. Enfin, c'est comme quoi ils apprennent rien de l'histoire, quoi. Enfin, c'est incroyable. Une qui est drôle. Le virus le plus dangereux, c'est le macronavirus. Il détruit tout sur son passage. Enfin voilà, enfin il y a un pote qui me disait c'est incroyable quand même Macron en 3 ans le condensé de choses qui s'est passé durant sa présidence. Enfin c'est un truc de ouf, les gilets jaunes, la grève record contre la réforme des retraites, le coronavirus, la crise économique. Enfin c'est incroyable ce mec, c'est ouf hein. C'est le condensé de choses. Enfin voilà quoi. Bon chers amis, il y a beaucoup de messages, je peux pas tout lire. Merci d'avoir participé massivement à ce live. Une pensée à toutes celles et ceux qui sont dans la galère, qui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage, qui sont en train de vivre de plein fouet en fait cette période-là. Force à vous, les personnes également. Une pensée à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont isolés. Essayer essayer de voir pour recréer du lien, c'est important parce qu'aussi on en parle de plus en plus. La montée des maladies psychologiques, etc., dues à l'isolement, dû à la période qui est anxiogène, etc. Grosse force à vous. Si vous connaissez aussi autour de vous des gens qui sont isolés, qui sont seuls, vos voisins, voisines et autres, essayez d'aller discuter avec eux, essayez il faut faire du lien dans cette période-là, pas laisser les gens seuls. Une pensée également, parce qu'un ami, et on en parle très rarement malheureusement, ce sont aussi les SDF, les personnes qui vivent dans la rue. Faut savoir qu'aussi c'est une période terrible pour eux parce que notamment c'est une période où il y a très peu de contacts. Et que les centres-villes sont déserts pour beaucoup, et notamment les SDF, c'est les moments où ils ont la possibilité de faire la manche, d'essayer de pouvoir récupérer quelques piécettes pour pouvoir manger. Et il y a énormément de SDF qui meurent aussi dans la période du Covid, mais pas que, parce que voilà quoi, ils arrivent pas à vivre dans la rue comme ça et sans avoir les moyens de pouvoir se loger, se nourrir, etc. Et c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais des sans-papiers, mais il y a aussi les SDF, il y a pas de place, il y a rien qui est fait, enfin voilà quoi. Chers amis, vraiment, je le dis, moi je suis militant révolutionnaire et je vous invite vraiment à vous engager, à militer pour la transformation sociale de non pas uniquement de la France, parce qu'on n'est pas des patriotes et comme disait Orwell, là où il y a le patriotisme, il y a la guerre. Nous, notre intérêt, c'est l'intérêt commun de l'ensemble de notre classe en fait, pour le bien-être de l'ensemble de l'humanité, il faut une transformation sociale parce que c'est plus possible en fait de vivre dans une société. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on offre comme avenir à nos familles, nos voisins, nos voisines, etc. dans une période où il y a des crises climatiques, où on rase des pans entiers de l'Amazonie pour pouvoir mettre du soja, là où il y a des guerres, il y a des bombardements, etc. Il y a des crises et des épidémies, des crises économiques. Enfin, c'est plus possible ce monde-là, cette dégénérescence du capitalisme. Il va falloir en tout cas que cette période-là nous fasse prendre conscience des choses, non pas uniquement de crier contre ce qui se passe, mais à un moment donné de s'engager, de s'organiser et de militer politiquement parce que c'est très grave ce qui se passe, les amis. On a une bande de parasites, une poignée de parasites qui dominent et qui dirigent en fait, et c'est plus possible quoi. Moi personnellement, enfin voilà, je vous invite réellement. On pourrait faire toute la litanie des problèmes et on s'arrêterait pas. Le live continuerait jusqu'à la fin de la semaine tellement il y a de choses qui ne vont pas et il va falloir en tout cas changer les choses et ça passe par celles et ceux d'en bas. Donc voilà, chers amis, vous étiez sur Révolution Permanente, le média du bon côté de la barricade. Likez, suivez-nous sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. On est partout, on est ensemble et puis on se voit très vite. Et force à vous dans cette période-là qui est loin d'être difficile. En tout cas, Révolution Permanente, nous on est là et on essaiera toujours de donner des infos et d'essayer de sortir par le haut et par la positive. Et moi je le dis et je le répète, même si on fait pas de la politique de la boule de cristal, je suis convaincu et persuadé que dans les semaines et les mois à venir, comme nos camarades
au Liban, au Chili, en Équateur, en Algérie, durant les mouvements après la mort de George Floyd aux États-Unis, partout il y a eu des luttes et notamment on pense aux gilets jaunes en 2018-2019, on pense également à la réforme des retraites et ces bastions du mouvement ouvrier qui ont lutté. Moi je suis convaincu que dans cette période de crise sanitaire et de crise économique et de crise politique profonde, qu'en réalité il va y avoir une explosion sociale, même s'il y a une sorte d'atonie et qu'on comprend pas trop en fait pourquoi les gens bougent pas, etc. Rappelez-vous ce qu'on disait avant les gilets jaunes, les gens c'est des moutons, c'est ceci, cela, et puis on voit que parfois, il y a une combinaison de choses, il y a une sorte d'alignement de planètes qui n'est pas juste le fait du hasard, mais qui est aussi le résultat d'une politique. Et je suis convaincu que demain, on va connaître un gilet jaune XXL, et il va falloir que ça soit un gilet jaune XXL qui tire les leçons et les bilans des erreurs du passé, et que cette fois-ci, s'il y a un mouvement gilet jaune XXL, ça soit avec les indépendants, les petits commerçants, les gilets jaunes de cette France périurbaine, mais également les secteurs importants du mouvement ouvrier, du secteur public, du secteur privé et de la jeunesse, autour d'un programme offensif qui soit celui de changer totalement de société et de monde. Et voilà, en tout cas, je l'espère, et j'espère que cette chose-là arrivera en tout cas. On n'est pas à quelques jours ni à quelques semaines près, mais je suis convaincu, chers amis, pour essayer de donner une note d'espoir dans cette période-là, que on connaîtra très rapidement ce moment-là. Voilà, moi j'en suis convaincu. On est dans une période tellement spéciale on va dire de crise, mais aussi les crises, elles amènent aussi leur dose de révolution, et ça a été ça l'histoire, les amis, que ça soit dans le passé de la France, mais que ça soit également à l'international, les crises, elles ont toujours ramené, et c'est pour ça que la bourgeoisie est tétanisée en fait par les crises économiques, les crises sanitaires et autres, et les guerres aussi, parce qu'ils savent très bien que ce sont des terreaux, ou si je puis dire, ce sont des barils de poudre à lutte de classe, et ils savent très bien que on a appris, on est ensemble, les gilets jaunes, la jeunesse écolo, les quartiers populaires, le mouvement ouvrier, et ils savent qu'il y a qu'une seule chose qu'on attend, c'est cette étincelle-là, et on espère que cette étincelle-là, elle va nous permettre demain de pouvoir lutter toutes et tous ensemble et de manière offensive, et de pouvoir être demain le futur état-major, si je puis dire, le futur état-major de cette révolution ouvrière prolétarienne qu'on attend en France, mais au niveau à l'international, et que demain, l'ensemble de l'humanité, que ça soit au Chili, en Équateur, en Bolivie, au Liban, au Sénégal, au Mali, et partout, en fait, qu'on puisse vivre dignement, en fait, et que l'humanité, celles et ceux qui sont les exploités, les opprimés de la société, demain ils puissent vivre dignement de leur travail, et avec toutes les richesses que produit la terre, et non pas que ça soit de l'argent qui soit concentré dans les mains de Bernard Arnault, de Jeff Bezos et de compagnie. Voilà. Chers amis, désolé si j'ai fait un peu trop long. Merci, force à vous. On lâche rien. Suivez Révolution Permanente, le média du bon côté de la barricade. C'était votre camarade Anas Kazib, et voilà, force à toutes et à tous, et bon courage dans la période. Bisous.